Bonjour, mon invité aujourd'hui est Cédric Villani, qui est un scientifique de haut vol, puisque vous avez eu Cédric Villani, le Maniac Fields en mathématiques, qui est considéré comme l'équivalent du prix Nobel. Et vous êtes un scientifique en politique, puisque vous avez été élu en 2017 député de l'Essonne, et vous avez très peu, après votre prise de fonction, fait un rapport remarqué sur l'intelligence artificielle. C'est justement d'intelligence artificielle dont on va parler aujourd'hui. Et peut-être première question, est-ce que vous pensez que nos concitoyens, et peut-être de façon plus étroite et plus large que vos collègues parlementaires, ont bien conscience des enjeux fondamentaux qui se posent aussi bien nationalement que internationalement du fait de l'intelligence artificielle? Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais rajouter, avant de répondre à votre question, je vais rajouter à la présentation que je viens d'être élu aussi président de l'Office parlementaire scientifique, l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un organisme bicaméral, à la fois des députés et des sénateurs, transpartisan, qui travaille sur tous les sujets dans lesquels la représentation nationale a besoin de s'emparer de questions scientifiques. Par exemple, nous venons d'être chargés par le président de l'Assemblée nationale de travailler sur la stratégie vaccinale pour conseiller le Parlement en la matière. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Intelligence artificielle, c'est un sujet scientifique et c'est un sujet politique. C'est un sujet dans lequel le politique a besoin de se nourrir du scientifique, mais c'est un sujet aussi qui est l'affaire de tout le monde. J'ai coutume de dire, la plus grande différence entre l'intelligence artificielle telle qu'on l'a pensée il y a une vingtaine d'années et telle qu'elle se développe maintenant, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, c'était l'affaire de quelques spécialistes, et aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. Et on en a trop et pas assez conscience. Trop au sens où beaucoup de nos décideurs disent intelligence artificielle, ont l'impression que l'intelligence artificielle peut-être va résoudre tout, mais se pose pas la question ou ne voit pas assez qu'est-ce que c'est en pratique, où est-ce qu'elle se fait, qui l'a fait, comment est-ce qu'on fait de l'IA juste à côté de chez moi. Souvent n'ont pas conscience que la France est une nation extrêmement respectée en intelligence artificielle, avec des ingénieurs de très haut niveau et des chercheurs parmi les plus renommés du monde, et dans le même temps où beaucoup de monde n'a pas conscience de la palette d'enjeux que ça peut être. Au niveau du Parlement, nous avons un Parlement aujourd'hui dans la configuration, dont la composition est inhabituelle, et il y a beaucoup de députés qui ont une certaine accoutumance par rapport à ce sujet. J'y ai modestement contribué, ainsi que certains autres de mes collègues. Je pense à Paola Forteza, je pense à Pierre-Alain Raffan, qui ont travaillé à diffuser auprès des collègues qu'est-ce que ça représente l'IA et pourquoi est-ce que c'est aussi leur affaire. Alors, est-ce que il y a beaucoup de fantasmes qui courent sur l'IA, mais revenons à ce que vous venez de dire, c'est que la France est très bien placée, que effectivement nous avons une école de mathématiques dont vous êtes l'un des fleurons qui est reconnu mondialement. Nos écoles d'ingénieurs sont considérées parmi les meilleures du monde, et en même temps, et vous l'avez vous-même pointé dans votre rapport parlementaire, nos talents fuient. Et finalement, la Silicon Valley est peuplée de Français qui n'ont pas réussi en France ou qui ont pensé qu'ils avaient plus de moyens de réussir à l'étranger. On s'est beaucoup félicité de l'attribution du prix Nobel à une Française, mais ça fait 20 ans qu'elle n'exerce plus en France. Comment faire pour retenir nos talents et faire en sorte que la France ne soit pas une pépinière de talents pour la Silicon Valley? Il y a quelques années, on pouvait dire beaucoup de monde qui part vers la Silicon Valley. Aujourd'hui, c'est pire. Vous avez beaucoup de monde parmi des jeunes ingénieurs brillants, des jeunes chercheurs brillants qui restent en France, mais partent vers les laboratoires des grandes entreprises étrangères. Le très beau laboratoire FAIR, le laboratoire d'intelligence artificielle de Google, de Facebook, le FAIR, le laboratoire d'intelligence artificielle de Google et d'autres. Et c'est très, très dur de résister à cette pression considérable dans laquelle nos chercheurs vont trouver là, à quelques pas de chez eux, des conditions de salaire, mais aussi des conditions de calcul, des environnements qui sont bien plus propices à leur projet. Beaucoup moins de contraintes administratives, beaucoup plus de moyens, des équipes plus grandes, etc. Il y a quelques années, on pouvait dire encore que les sciences mathématiques françaises étaient peu touchées par la fuite des cerveaux. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une vraie fuite qui se fait vers ces grandes entreprises, ces grands laboratoires américains. Et je l'ai vu
beaucoup de certains de mes collaborateurs et même des membres de mon équipe du rapport d'intelligence artificielle ont fait ce déplacement. Comment on peut lutter contre cela? En premier lieu et surtout en travaillant de notre côté. Ça veut dire donner à nos chercheurs plus de temps, moins de contraintes administratives, plus de moyens, plus de sélection de projets. Certaines des dispositions de la loi de programmation de la recherche vont dans la bonne direction en la matière, en donnant plus d'argent, par exemple, pour les projets, en facilitant certains programmes de recherche à cheval entre industrie et université. Il faudra en faire beaucoup plus. Et puis, nous avons un vrai enjeu de recrutement. La démographie qui vient dans le monde de la recherche dans la décennie à venir est favorable. Il faudra en profiter. De façon générale, la balle est dans notre camp pour donner plus de moyens et plus d'attractivité à nos jeunes chercheurs. Est-ce que vous pensez que vous avez été entendu suite à votre rapport qui était très attendu? Vous étiez attendu. Est-ce que vous avez été entendu? Rapport très attendu. Rapport entendu au sens où quasiment toutes les mesures qui ont été proposées ont été adoubées par le gouvernement, à l'exception de celles qui prônaient d'augmenter de façon importante la rémunération des jeunes chercheurs en intelligence artificielle. C'est peut-être un problème. C'est l'un des problèmes, certes, mais je dirais au-delà, de façon plus importante, on a vu que c'était beaucoup plus difficile d'obtenir gain de cause, d'obtenir une mise en œuvre sur les mesures qui demandaient des changements, des évolutions culturelles ou des actions de la part de la communauté. Une des mesures qui ont été très bien mises en œuvre, qui est des mesures importantes, c'était la mise en place des instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle, 3IA, dans la France. 4 instituts ont été labellisés. Par exemple, Paris Centre, Toulouse, Paris Centre, Toulouse, Grenoble et Nice qui ont été labellisés. Et dans ces 4 cas, il s'agit de grands pôles d'intelligence artificielle, à chaque fois avec des déclinaisons vers l'industrie, avec de la recherche, tout ce que vous voulez. Les actions comme cela ont été faites quand elles étaient institutionnelles. En revanche, des choses qui relevaient de la culture de terrain ont beaucoup plus de mal à se mettre en place. C'était notre recommandation qu'on ait un plan de multiplication par 3 de formation des ingénieurs, des étudiants en intelligence artificielle, en sciences des données et tout ce qui va avec, des formations qui soient développées sur le terrain de façon interdisciplinaire, avec beaucoup de projets, avec beaucoup de relations et de connexions. Bien sûr, on n'atteindra jamais ce x3. Même le x2 qui était recommandé par le gouvernement, on ne l'atteindra pas. Maintenant, c'est clair. Et en partie, les formations ont le plus grand mal à se mettre en place sur le terrain. Et ça sera un travail énorme à faire encore. D'où viennent les blocages là-dessus? C'est le monde universitaire qui est rétif à l'innovation? D'où viennent ces blocages? Le blocage, il est bien souvent dans la confiance, ou plutôt dans la défiance qu'il y a entre les institutions. Et c'est un peu un cercle vicieux. Si le monde universitaire a besoin d'avoir des moyens sans qu'il y ait trop de contrôle, le monde universitaire se méfie d'une direction qu'on voudrait lui imposer. Parfois, vous avez un monde universitaire qui est méfiant vis-à-vis de tel ou tel développement. On sait que historiquement, le rapport entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise en France est très difficile. Et c'est un sujet sur lequel il y a des progrès, mais sur lequel les progrès sont lents, voire très lents. Alors, on entend beaucoup de choses sur la révolution sociétale que pourrait amener l'intelligence artificielle, notamment sur la fin du travail. Est-ce que vous pensez que le développement de l'intelligence artificielle pourrait conduire à une société où il y aurait plus de gens inutiles, pour reprendre des formules que l'on entend, c'est-à-dire que des gens qui seraient privés de travail par le développement de la robotique, de l'intelligence artificielle, et puis un creusement des inégalités déjà fortes, mais qui serait creusé par l'IA? Le creusement des inégalités liées à l'IA est une tendance naturelle, je dirais. C'est aussi au gouvernement d'en prendre conscience, de surveiller les choses. Je me souviens d'un ministre asiatique, ministre d'un pays asiatique très, très, très porté sur l'IA, me disant l'intelligence artificielle
est un très grand développeur d'inégalité, on va dire. Je pense qu'il parlait en anglais, il me disait automatic inequalizer, quelque chose qui automatiquement augmente les inégalités. Cependant, bien malin qui peut prédire les évolutions du travail qui viennent avec l'IA. Spontanément, on peut penser qu'il y aura une tendance à la diminution des métiers, de certains métiers moyennement qualifiés, que les métiers de très haute qualification et très basse qualification ne souffriront pas forcément de la concurrence de l'IA, mais que les métiers qui sont entre les deux seront attaqués par l'IA et par la robotique. On peut aussi observer que l'IA, par rapport au travail, est complètement contre-intuitive. Vous ne pouvez pas penser à l'IA comme à un humain d'une nouvelle catégorie qui va s'emparer de certains métiers. L'IA, ce sont des logiciels, des algorithmes qui vont pouvoir prendre en main certaines tâches. Je dis bien tâches, je ne dis pas métier. Un métier, souvent, c'est une combinaison de beaucoup de tâches. Et ce qui est complètement contre-intuitif, c'est que certaines tâches qui sont intuitives pour les humains sont inatteignables pour les IA. Et d'autres qui sont très difficiles pour les humains sont très faciles pour les IA. Vous avez aujourd'hui des IA qui jouent au jeu de Go mieux que les meilleurs humains du monde, ou qui détectent sur des images médicales le cancer du sein mieux que les meilleurs experts du monde, ou qui sont capables d'analyser l'évolution des cours de la bourse mieux que les meilleurs humains du monde, et de faire des transactions boursières à l'échelle de la microseconde plus vite que le meilleur des traders. Mais donc sur ces tâches spécialisées, des performances spectaculaires. Mais d'un autre côté, aucune IA n'est capable de faire le métier d'instituteur. Aucune IA n'est capable d'aller faire les courses pour vous à la crèmerie du coin. Aucune IA n'a abouti à quelque chose de significatif aujourd'hui sur les questions d'éducation à travers le monde. Donc, et ce ne sont pas des IA aujourd'hui qui font les livraisons pour Deliveroo ou qui sait quoi. Ni des robots. Et il se passera très très longtemps avant que des robots soient capables de le faire. Donc vous avez quelque chose de contre-intuitif dans la façon dont l'IA investit le secteur du travail. La seule façon de savoir, c'est de mettre en place des laboratoires, des observatoires, de mettre en marche des expérimentations. Un exemple, il y a un moment où il y a eu tout un buzz sur l'IA qui pourrait résoudre les problèmes du chômage. Et vous aviez des articles qui paraissaient dans des revues en première page et sur des couvertures. L'IA va résoudre le problème du chômage en faisant automatiquement l'association entre les offres d'emploi et les demandes d'emploi, et ça va être la révolution. Ça n'a pas été la révolution. Et il fallait tester pour voir. Il y a eu des tests qui ont été effectués dans lesquels on a vu que les algorithmes qui fonctionnaient bien en matière d'IA et d'emploi n'étaient pas forcément ceux qu'on attendait. Et Pôle emploi a fait ça très bien avec une expérimentation, une moitié des demandes traitées avec IA, une moitié des demandes traitées sans IA, en aveugle, et on a pu comparer. Et c'est seulement avec des laboratoires et des expériences qu'on arrivera à voir les choses. Ça, c'est une recommandation que j'avais faite au ministère du Travail, qui à l'époque n'avait pas été suivi d'effet, mise en place d'une cellule d'expérimentation, d'observatoire là-dessus, et qui est en train de revenir aujourd'hui avec l'équipe actuelle au ministère du Travail, qui sont en train de travailler sur la mise en place d'un service, d'une cellule, quelque chose à définir, mais qui s'occupe de faire des expérimentations, de faire des observations et de suivre ce dossier. Et c'est ça. Quiconque vous dit aujourd'hui, comme on le voit dans certaines études, l'IA, ça va couper tant de pourcents de nos emplois, ça va augmenter le chômage de temps, etc. Et quelqu'un qui prend des risques, soit un menteur, soit un affabulateur, soit quelqu'un qui a trop confiance. Aujourd'hui, on ne sait pas. Et la composante, la façon dont l'humanité répond à ce nouveau sujet sur l'IA, c'est aujourd'hui sujet à expérimentation. Les trois mots-clés, je vais les remettre en avant. Ouais. Les trois mots-clés que j'avais choisi de mettre en avant lors de la remise de mon rapport en 2018, dans mon discours adressé au président, c'était expérimentation, partage, souveraineté. C'est la grille de lecture qu'il faut toujours avoir sur l'IA. Expérimentation pour un sujet qui est devenu extrêmement pragmatique. Partage pour un sujet qui se fait dans le partage des données et le partage des compétences. Souveraineté pour un sujet où c'est la souveraineté de l'humain qui est en jeu, quelle tâche l'humain décide de s'approprier, et aussi la souveraineté géopolitique. Comment l'Europe se laisse pas dicter la voie par l'Asie et par l'Amérique. Comment est-ce que la France trouve sa voie dans le concert des nations, etc.
Alors venons-en justement à cette souveraineté géopolitique que vous venez d'évoquer. Le président de la République, dans son discours devant les ambassadeurs en 2019, puisqu'il n'a pas eu cette année, disait que la France ne devait pas, et l'Europe ne devait pas être le partenaire junior soit des États-Unis, soit de la Chine, et qu'elle devait être autonome. Est-ce qu'en matière d'intelligence artificielle, nous sommes confrontés à ce choix binaire, ou est-ce qu'il y a un espoir pour que l'Europe, et la France, c'est lié, puissent avoir un rôle autonome, ou est-ce que le retard est déjà trop grand par rapport aux GAFAM, par rapport au BATX? Est-ce qu'il est encore temps pour l'Europe de jouer un rôle dans l'IA? Autonome est un trop grand mot. Souveraineté, je n'appellerai pas ça autonomie, mais souveraineté, c'est la capacité de rester toujours décisionnaire et de ne pas se faire imposer les choses par rapport à ses actions. Et les sujets majeurs que nous avons en Europe sont la faiblesse de notre industrie en l'IA, pas de la recherche. En recherche, l'IA, l'Europe est très forte. En revanche, pour le développement économique, pour le développement industriel, nous sommes très en retard. Et essayer de rattraper le retard sur des secteurs qui ont déjà été investis par l'Amérique n'est pas forcément la bonne idée. Là où il y a beaucoup de secteurs encore ouverts sur lesquels la messe n'est pas encore dite, si je puis dire. Je parle de l'exploitation des données industrielles, des données entreprises. Pour les données personnelles, pour l'instant, les choses sont pliées. Les grands réseaux sociaux, les grandes réservoirs de données personnelles que sont Google et Facebook, etc., on ne va pas maintenant se lancer dans la course pour essayer de la rattraper, ça n'aurait pas de sens. Mais l'exploitation des ressources industrielles, l'exploitation des données de santé, l'exploitation des données environnementales, l'utilisation de l'IA au plus près de chez vous, tout ça, ce sont des dossiers sur lesquels l'Europe peut encore jouer une partition majeure et sur lesquels nous devons le faire avec l'échelon français, avec l'échelon territorial, avec l'échelon européen aussi en ligne de mire, en horizon. Aussi, le dossier éthique est un dossier sur lequel l'Europe a été et toujours leader. Je parle du règlement général de protection des données qu'il fallait faire et qui est en train de s'imposer internationalement au-delà de l'Europe. Je parle de la mise en place de comités éthiques, d'actions pour décider ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire en IA, sur lesquels l'Europe a un rôle moteur. Est-ce que vous pensez que la Commission, qui s'est affirmée sous la présidence de Madame von der Leyen comme géopolitique, avec des personnalités comme Madame Vestager, Monsieur Breton, est-ce que vous avez confiance dans cette nouvelle Commission pour jouer les cartes européennes par rapport aux géants chinois et américains? La présidente von der Leyen a eu des discours très forts, des discours brillants sur la place de l'Europe dans le monde et sur la façon dont l'Europe doit travailler sur sa souveraineté dans beaucoup de domaines. Il y a eu des paroles très fortes sur l'écologie, il y a eu des paroles très fortes sur le développement économique, sur des questions sociales, et c'est de très bon augure. Je dirais la façon dont la présidente von der Leyen a lancé les impulsions mérite d'être saluée. L'arrivée d'un commissaire européen comme Thierry Breton, avec un profil atypique, un très bon, bien sûr, connaisseur des dossiers industriels et économiques, c'est aussi quelque chose qu'il faut saluer. Et puis, quelqu'un qui a, dans sa carrière, joué la carte européenne de façon forte. On sait que le partenariat entre Atos et Siemens est un partenariat innovant, industriel extrêmement fort. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Sur la commissaire Verstaegen, on sait ses actions très fortes contre les GAFA et elle a fait preuve de courage et d'indépendance et c'est quelque chose d'important. Dans le même temps, il y a la politique de concurrence européenne, la doctrine doit être révisée. On a vu sur certains dossiers une commission européenne mettant le barrage, soit donnant des conditions inacceptables à des fusions ou des alliances entre grandes entreprises européennes et qui, à la fin, font le jeu des partenaires, font le jeu des puissances extra-européennes. Et donc, j'espère que la doctrine européenne va être révisée pour autoriser une concentration plus forte en matière de partenariat. On a vu des grands dossiers, bien sûr, sur le transport, par exemple, sur lesquels l'action de la Commission européenne, sur lesquels l'action européenne a été plutôt négative, je le dis comme je le pense, que positive. Et il faut réviser cette doctrine pour être très fort dans la concurrence, pour être très fort face aux acteurs extra-européens, mais aussi pour faciliter le rapprochement et la coordination des acteurs européens quand cela est justifié.
Alors, un débat actuel, est-ce qu'il faut avoir peur de la 5G? Et question corollaire un peu différente, est-ce qu'il faut avoir peur de Huawei? Par rapport à la 5G, la position que j'ai prise en tant que parlementaire est dire 5G, pourquoi pas, mais ce n'est pas une priorité, le développement de la 5G. Et par rapport à un débat dans lequel, premièrement, la demande citoyenne de débat par rapport à la 5G est très forte. Et deuxièmement, le débat technologique sur la montée des dépenses d'énergie, sur aussi sur la montée de la pollution en matière de hardware est extrêmement forte. On peut se donner le temps, on peut se donner plusieurs mois de débat, y compris de débat parlementaire, sur la stratégie nationale et européenne de sobriété numérique. Le gros débat qui est derrière la 5G, c'est pas tellement le débat sur la nocivité des ondes ou de l'exposition, c'est le débat sur la gabegie en matière de matériel avec des smartphones qui sont renouvelés sans arrêt et sur lesquels on a très peu de recyclage, avec une consommation d'énergie qui va sans cesse grimpante, avec la façon dont le développement du numérique et la lutte contre le réchauffement climatique peuvent aller en contradiction l'un avec l'autre, illustré par les prises de position du Shift Project et tout ça. Et ça, ce sont des vraies questions légitimes aujourd'hui en 2020 qu'il faut adopter, qu'il faut regarder de front. Donc, ma position de parlementaire consistait à dire la 5G, pourquoi pas, mais d'abord, avant, nous demandons au Parlement, c'était celle que j'avais avec mon groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, nous demandons au Parlement un débat sur la sobriété numérique, sur le recyclage, sur l'économie circulaire appliquée au numérique, sur les économies et comment on va aborder le dossier. Au moment où la 5G était en phase de développement, et je le voyais aussi dans les discussions au conseil scientifique de Orange, dont je faisais partie, il y avait cette idée que la 5G allait permettre des économies d'énergie parce que c'était plus directif, c'était plus économe, c'est une technologie qui permettait à volume de communication égal de dépenser moins d'énergie. Plus personne aujourd'hui ne soutient que la 5G va apporter des économies d'énergie. Par effet rebond, il va y avoir au contraire une augmentation d'énergie, mais liée à une augmentation aussi du volume de communication bien plus élevé. Et ça, il faut le regarder en face. C'est un débat très récent. Il y a encore quelques années, le débat sur le numérique, c'était numérique efficace, grandes données, grand stockage et souveraineté. Aujourd'hui, il faut y rajouter la sobriété. Et c'est un débat énorme. Et sur Huawei, il faut s'en méfier? Sur Huawei, c'est un dossier sur lequel c'est une entreprise à laquelle il faut être extrêmement attentif. À une époque, j'ai été proche de Huawei et ça m'est arrivé, par exemple, de présider tel ou tel concours d'innovation organisé par Huawei. Il y a dans les chercheurs qui travaillent pour Huawei de grandes compétences et un laboratoire que je connais bien qui est basé à Paris qui travaille sur les sciences de la donnée au service des sciences des communications avec des chercheurs de grand calibre et pour lesquels j'ai aucun doute sur la sincérité de l'action. Maintenant, ce qu'il faut voir en face, c'est que nous avons une évolution politique chinoise récente qui est extrêmement inquiétante et une politique extérieure qui est très agressive, tant sur le plan diplomatique que sur le plan économique et que sur le plan des technologies. Et par rapport à Huawei, ce qu'il faut, au-delà de la question, est-ce que Huawei est inquiétant? La question qui est posée derrière, c'est qu'est-ce que nous, surtout Européens, on peut faire? Et comment est-ce que nos équipementiers, Nokia, Ericsson, on peut les faire progresser, continuer pour éviter que le développement de la technologie il soit à la fin seulement chinois. Aujourd'hui, il y a des débats pour savoir si la 5G, elle est aujourd'hui, si Huawei est dominant ou si Ericsson, Nokia sont capables de faire aussi bien. Pour la 6G, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de débat et qu'on se retrouve avec, si les tendances actuelles continuent, avec un Huawei qui sera l'unique opérateur au monde à être capable de déployer tous les volets de la technologie. Et donc, sur tout ça que de nous interroger, Européens, nous avons le devoir de soutenir notre industrie innovante et de développer, de faire les choses pour que nous puissions être souverains aussi
sur ce secteur en tant qu'Européens. Nous arrivons malheureusement au terme de cet entretien, mais je ne peux pas résister au plaisir de vous poser une question sur Léo Ferré. Qu'est-ce qu'évoque Léo Ferré pour vous? Je sais que nous avons cette admiration en commun, vous et moi, pour Léo Ferré, le grand chanteur, grand poète avec son maniement mélodique, avec ses grandes chansons, avec ses textes extraordinaires, avec ses cris de révolte, avec ses paradoxes aussi. Et Léo Ferré, puisqu'on était dans cet entretien aussi beaucoup axé sur des questions de souveraineté, qui doit nous rappeler à quel point la culture française est quelque chose qui a été riche, qui est toujours riche, à quel point les grands chanteurs français font partie de notre patrimoine et de tous ceux dont nous devons être fiers. Et ce type de grand chanteur qui, avec ses mots, avec ses cris du cœur, avec ses révoltes, nous amène à nous dépasser, à vibrer, est quelque chose dont nous devons être aussi fiers en France que de notre grande tradition scientifique, mathématique, et qui doit nous guider aussi pour aller de l'avant. Dans un siècle où les questions culturelles vont continuer à s'inviter dans le jeu international et national, nous devons être très fiers de nos grands chanteurs et continuer à les pousser. Merci Cédric Villani, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir accordé cet espace de temps. Merci beaucoup.